Alors, la question, le titre que vous aviez donné, c'était autofiction. Ça partait sur autofiction. L'aventure survient dans l'imaginaire. Et quand on lit les critiques sur votre travail, parfois, des fois, il y a quelque chose qui est un peu étonnant, c'est de dire, alors, un de vos personnages s'appelle Claire, et de dire, bah, Claire, c'est vous. Et c'est ce qui pourrait être, on pourrait commencer comme ça, sur la question du jeu, du JE, parce que nous, on a l'habitude de dire, via Bachelard, il faut mettre à distance l'objet, enfin bon. Puis en fait, c'est un peu illusoire, c'est-à-dire que même chez nous, c'est-à-dire cette prise de conscience du jeu est importante. Alors, dans l'autofiction, ce jeu, est-ce que Claire, c'est vous d'abord? Ah, j'ai l'impression d'être à France Culture. Ah, ouais, allez-y, allez-y. Non, je t'en prie. Mais bien sûr, je ne vais pas répondre oui, mais je ne vais pas répondre non non plus. Ça commence bien. Non, mais la question du jeu dans le roman d'une façon générale et dans l'autofiction particulièrement, c'est une question récurrente, mais il y a un malentendu dès l'instant qu'on est placé dans l'autofiction, c'est que l'idée, c'est que on parle de soi, et c'est même très souvent critiqué comme narcissique, nombriliste. Les auteurs d'autofiction sont accusés de n'en avoir qu'après leur propre petite personne. Alors que l'autofiction, bien compris, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Hein. Le mot a été inventé par Serge Doubrovski donc en 1977, mais sa définition, elle est assez singulière. C'est un texte dont la matière est entièrement autobiographique, mais dont la manière est entièrement fictionnelle. Donc c'est à partir d'un matériau qui est autobiographique, plus ou moins, enfin selon les auteurs, pour lui c'était complètement autobiographique, la structure du texte est romanesque, c'est-à-dire qu'on emprunte à tous les procédés, tous les procédés créatifs du roman, l'ellipse, la création du personnage, tous les artifices temporels, mais à partir d'un matériau qui est autobiographique. Cela dit, ce que dit aussi Doubrovski, et ça me semble peut-être ce qui résume la réponse que je pourrais donner, Doubrovski dit dès que je m'écris, je m'invente. Et donc le jeu est toujours aussi une invention. C'est-à-dire que vous transposez un jeu qui est une personne physique, psychique, bon, il y a un corps, il y a des émotions, il y a un intellect, vous le transposez en mots, en rythme, en phrases. Donc forcément, c'est une création. Donc il y a une invention, il y a une réinvention, il y a une recomposition du moi. C'est pour ça que je préfère l'expression écriture de soi à écriture du moi, comme on dit souvent, parce que le moi a l'air de centrer vraiment sur quelque chose d'un peu étriqué, alors que le soi, c'est aussi ce qui... là où tout le monde peut se rencontrer aussi. Et puis il y a une autre question sur le jeu, c'est que enfin, ça m'est assez particulier, mais... en tout cas moi c'est systématisé dans mes textes, c'est que le jeu est toujours diffracté, soit par des jeux de miroir, soit par des constructions en double, en fait. Au moins, il y a toujours au moins deux instances à l'intérieur du jeu, du pronom personnel jeu. Alors ça peut aller dans ce dernier roman de l'Avatar, puisque c'est l'histoire enfin celle que vous croyez, donc mon dernier roman, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Claire, donc qui a 48 ans et qui se crée un avatar sur Facebook, et elle se rajeunit, elle devient une jeune femme de 24 ans, elle met une photo qui n'est pas la sienne, et c'est sous cette fausse identité qu'elle va... séduire un homme qui a 36 ans, dont elle va tomber amoureuse de lui, il va tomber amoureux d'elle, mais il va tomber lui amoureux de son avatar, et elle tombe amoureuse de lui réellement.
Et donc, c'est toute la question de la double identité. Mais dans tous mes romans, il y a des figures de double. Dans un autre de mes romans qui s'appelle Romance nerveuse, j'ai carrément inventé une jumelle fictive qui correspondrait un petit peu au surmoi en psychanalyse. Enfin, encore que c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin, une instance qui n'existe pas, qui est une fabulation romanesque. Et qui vient commenter ce que fait la narratrice, ce que fait le personnage, en disant mais tu devrais pas faire comme ça, c'est idiot, tu es voilà, qui commente, qui juge, et donc voilà, dans tous mes romans, enfin je vais pas reprendre en détail, mais dans tous mes romans il y a au moins toujours deux instances à l'intérieur du jeu. Dans ce que vous dites, j'ai envie de rebondir parce que ce passage du moi au soi, on peut théoriser cette question du point de vue du XXe siècle en disant qu'on passe du triomphe du moi avec l'artiste Démiurge à la construction de soi. Et la construction, et il y a un repère, c'est une des premières pages de L'être et le néant, où Sartre parle comme ça. Et donc cette question de la construction de soi, c'est pas qu'on s'oublie, mais ça ouvre sur un aspect très dynamique et très lié à une altérité, aux autres. Il me semble que chez vous, quand je est un autre, c'est aussi des autres, non, qui vous travaillent ou pas, je sais pas. Si, c'est-à-dire qu'il y a une altérité à l'intérieur de soi-même, mais évidemment que ce qui est intéressant dans le jeu, c'est le tu, hein, le tu ou le vous, enfin c'est l'adresse. Ça, c'est un autre point que je trouve très intéressant dans l'autofiction. C'est que c'est adressé, ce sont des textes qui sont adressés. Alors ils ne sont pas adressés à quelqu'un en particulier, ni même à un public particulier, mais il y a quelque chose qui est presque théâtral, et d'ailleurs dans certains, enfin, même dans le dernier, c'est une sorte de monologue, enfin c'est pas un monologue parce qu'elle s'adresse à un psychiatre, mais voilà, c'est une voix, c'est une voix donc qui va vers l'autre. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant justement le moi que la relation entre le moi et l'autre et autrui. Oui, c'est l'altérité. Et alors par rapport à ça, parce qu'on va rebondir, enfin, on va pas suivre notre trame, mais ça fait rien. On disait, enfin on parlait de l'usage de l'explication. C'est-à-dire que quand on fait une thèse en mémoire, donc là il y en a plein qui sont en train d'essayer de faire ça, on essaye d'expliquer un maximum. Et je me demandais si l'adresse, la pensée de l'autre dans le roman, est-ce qu'il fallait tout expliquer? Comment on s'y prend? Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est... Ça dépend, je dirais que il faut surtout pas expliquer, par exemple, ça c'est déjà une recette des auteurs de romans policiers. Je crois que c'est Dashiell Hammett qui disait il ne faut jamais écrire je suis triste ou il est triste à propos d'un personnage. Il faut le faire sentir, il faut qu'on l'éprouve par des détails, par le paysage, par n'importe quoi, sauf qualifier voilà, ou expliquer, voilà, il est triste parce que telle et telle chose, mais le faire éprouver. Maintenant, ça ne veut pas dire que, en tout cas c'est mon sentiment, ça ne veut pas dire que dans le roman, il ne faut pas penser, il ne faut pas avoir des éléments d'analyse. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, et d'ailleurs, assez souvent, on me dit, enfin je suis pas non plus d'accord, cela dit, avec ça, on me dit mais c'est plus un essai qu'un roman. Je pense à un roman qui s'appelle Dans ces bras-là, parce que j'analysais beaucoup le rapport entre les hommes et les femmes, voilà, on m'a souvent dit qu'il y avait finalement plus d'analyse, voire de psychanalyse, que narration proprement dite. Mais enfin, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Parfois, j'ai envie de commenter autre
phénomène qui est assez fréquent dans l'autofiction, qui est pour l'auteur de se montrer en train d'écrire. C'est-à-dire, il y a une forme de déconstruction aussi, c'est-à-dire que on ne donne pas la narration comme telle, comme un roman traditionnel, mais on se montre dans l'acte d'écrire et on interroge, donc en réfléchissant, au sens aussi de la réflexion dans le miroir, on interroge l'acte d'écrire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on raconte? Ben justement, vous parlez de sensations, de sentiments. Alors je sais que c'est peut-être difficile à dire, mais quelle est la part de la sensation dans votre écriture? C'est-à-dire, comment vous y prenez? Est-ce que vous immergez? Moi, par exemple, je ne dis pas que c'est bien, mais quand j'essaye de refigurer un moment de danse, j'essaye de trouver des métaphores qui résonnent physiquement chez le lecteur. J'essaye de ponctuer d'une certaine façon pour lui donner un rythme, un souffle, ou au contraire l'asphyxier, dans le Sacre du printemps, donc c'est très saccadé, etc. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immersion dans un paysage sonore, visuel. Alors je ne dis pas que j'y arrive, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse? Parce que quand on vous lit, il y a des choses très très charnelles quand même qui se dégagent de votre façon d'écrire. Est-ce que c'est une question? Je sais pas. C'est en deux temps, hein, parce qu'il y a tout ce qui précède l'écriture elle-même, qui est un temps qui peut être très long, qui est un temps de maturation, je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça. C'est ce que Marguerite Duras appelle le chaos, en fait, hein, le chaos intime, le chaos interne, où tout est complètement confus, c'est cette espèce de choses qui dérivent comme ça. Rien n'est en ordre, on ne sait pas ce qu'on va garder, ce qu'on va oublier. Moi, je me fie beaucoup à la mémoire, enfin un petit peu moins qu'avant, mais cette idée que si je ne me souviens pas de quelque chose, d'une impression, c'est que ça ne valait pas la peine. Bon, maintenant, je fais un peu plus attention. Avant, je ne notais rien du tout. Maintenant, je me dis quand même, ma mémoire n'étant pas aussi performante qu'avant, mais c'est vraiment se laisser imprégner, en fait. Je pense à une métaphore là parce que je travaille sur Degas en ce moment, et Degas pour la peinture et la sculpture a une très jolie métaphore. Il dit pour produire de beaux fruits, quand on est créateur, il faut se mettre en espalier, ce qu'il appelle la vie en espalier, et puis se laisser comme ça imprégner par tout ce qu'on sent autour de nous. Et donc il y a ça, c'est l'étape, disons, je dirais, préparatoire, qui peut être très longue, que chez moi on appelle buller. On me dit, mais tu bulles en fait. Et moi, je peux buller pendant 2 ans, hein, ça me dérange pas du tout même. Mais enfin, c'est vraiment. Aussi, Bon, ça finit par déboucher sur quelque chose, donc tous, c'est bien, il faut buller, hein. Non, mais je crois que c'est pas du tout stérile. Enfin, il peut vraiment sortir quelque chose, mais c'est une bulle active, c'est une bulle vivante. Et puis ensuite, quand je suis dans le travail d'écriture, là, c'est autre chose. Je suis portée, si je puis dire, par la langue elle-même, par les sonorités. Je travaille quand même beaucoup sur le signifiant, pas forcément sur le sens, mais sur la matérialité du mot. Ça peut être la sonorité d'un mot qui fait avancer le texte, beaucoup sur le rythme, parce que je me relis beaucoup à voix haute, et c'est très important la façon dont le texte sonne et se déroule. J'ai mis en exergue d'un de mes romans qui s'appelle Romance nerveuse, donc déjà on a une petite idée du rythme. J'ai mis en exergue une phrase de Mallarmé qui dit « Toute âme est un eurythmique ». Et ça fait partie de mon travail d'écriture que de saisir des personnages essentiellement à travers leur rythme. Et donc moi je vais essayer d'adapter le rythme de ma phrase, mon souffle, à ces personnages. Donc des personnages qui sont plus ou moins
actif, plus ou moins violent, plus ou moins mélancolique. Ça va donner des souffles différents. Mais quand on refigure, nous, enfin, dans les domaines de l'art, Oui. un tableau, enfin, il y a mes collègues qui sont là, ou enfin, une œuvre dansée, parce que l'œuvre, personne ne l'a sous les yeux, et puis même celle qu'on a sous les yeux, on ne sait même pas Oui. pourquoi on regarde ce qu'on regarde, et donc toutes ces questions sont vraiment... Bah oui, on n'a essentielles. jamais l'œuvre sous les yeux. Non, et ça, c'est une chose. Même quand on la voit. Oui. Et même quand on a un Mhm. plan très détaillé, qu'on sait où on va, oui, on n'a pas l'œuvre finie, oui, bien sûr. Vous parlez du chaos en citant Duras, et puis dans le titre que vous avez donné, c'est l'aventure. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aventure. Alors je sais que les littéraires aiment bien ce mot, j'allais dire un concept. Et comment ça se passe cette aventure? Parce qu'en fait, faire une thèse, c'est aussi une aventure. Hein, c'est-à-dire, je vous disais quand ils sont tous inquiets là. Avant de commencer, évidemment, c'est pas celui qui a trouvé avant de commencer, c'est pas bon signe. Oui, Voilà. c'est Bon. vrai. Donc, les conditions d'une aventure, comment vous y prenez? Vous savez, en esthétique, des fois, on parle du rapport contrainte-liberté. Et je sais que vous structurez énormément. C'est parce que vous me l'avez dit, hein, je sais pas parce que j'ai pas tout compris. Vous structurez énormément vos romans. C'est-à-dire comment ça se passe? Est-ce que d'un roman à l'autre aussi ça change? Est-ce qu'il y a une singularité par rapport à chaque roman? Oui, ça change à chaque roman, puisque je ne peux pas en fait commencer un roman si je n'ai pas une idée de la forme. Alors une idée, c'est pas du tout un plan très détaillé, hein. Je ne fais pas de schéma avec tous les personnages, les lieux, c'est beaucoup plus flou que ça. Mais c'est ce que j'appellerais une ligne de vol. C'est-à-dire que je sais à peu près ce que va être le roman, et en tout cas où je vais arriver, puisque j'ai cette particularité que je partage, paraît-il, avec, là encore, des auteurs de romans policiers, c'est que je commence par la fin. Hein. Donc c'est peut-être parce que ça me rassure. Alors, je ne sais pas si c'est à faire pour une thèse, hein, Ouais. parce que justement, Ah bah, dans une thèse, on est censé quand même arriver. On va couper, voilà. là, on va couper. Non. Mais quand je dis que je commence par la fin, ça ne veut Oui, pas bien dire que sûr. j'ai toute la fin Ça bien dépend. installée. Mais ça peut être une phrase, Mhm. ça peut être un paragraphe que je trouve beau. Ça, c'est indispensable. Il faut que je sois absolument contente de ce lieu vers lequel je vais, qui peut changer en cours de route. C'est arrivé assez rarement, mais enfin, c'est arrivé. Mais c'est ça qui me tire, en fait. Je vais vers cette fin. Alors, c'est peut-être pour me rassurer, parce que je me dis que je vais forcément arriver, quand je commence un livre, à le finir, puisque de fait, je l'ai déjà fini. Hein. Donc, c'est un petit artifice. Mais dans le travail de recherche, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une angoisse à gérer. Et donc, on crée des bouées, des jalons. On peut avoir peur de ne pas y arriver, mais au moins, on a quelque chose de stable qui peut changer. Hein. Mais l'angoisse, c'est un grand moteur. Hein. Ah bah oui, C'est non, le oui, moteur non. de l'existence. Oui. Hein, on verra après. Voilà, non, mais, sur cette question, par rapport à la structure, est-ce que vous pouvez donner vous avez parlé de Dans ces bras-là, et puis de celle que vous croyez. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux structures? C'est-à-dire comment ça fonctionne? Parce que si on fait de la sociologie, ben, il va y avoir une grille de lecture comme ça, avec une organisation comme ça. Si on fait du Bourdieu, c'est comme ça. Si on fait du Matthioli, c'est autrement. Si on fait de l'histoire culturelle, c'est encore un peu autrement, etc. Et là, en étant romancière, vous travaillez beaucoup sur des structures qui semblent... moi, j'ai lu les deux. Hein, c'est les deux seuls que j'ai lus. Pas le dire. Mais je vais en lire plein d'autres. Et quel est le bâti de celle que vous croyez, et quel est le bâti ou autre, dans ces bras? Mais dans ces bras-là, je n'ai pas pu le commencer tant que je n'avais pas justement ce bâti qui est plus une forme. Hein. Il fallait que je trouve cette forme.
Et quand je l'ai eu trouvé, ensuite, ça a été assez facile. Alors, c'est très variable d'un roman à l'autre. Il y a des romans qui sont extraordinairement difficiles à écrire parce que la forme est plus complexe, plus enchevêtrée. Dans ces bras-là, c'était très simple puisque c'est une alternance de chapitres à la première personne et de chapitres à la troisième personne, je et elle, qui désigne, là encore, voilà, on est dans ça désigne la même personne, enfin le même personnage, disons, qui tantôt, enfin, c'est comme une variation de focale ou de perspective, tantôt se voit de plus loin et parle d'elle comme s'il s'agissait d'une autre. Et donc cette alternance va avec le fait qu'elle a des séances chez un psychanalyste où elle parle donc d'elle à la première personne, elle parle, quoi, comme quand on fait une analyse. Et puis, parallèlement, elle écrit un livre sur sa relation aux hommes, pas seulement ses relations amoureuses, mais ses relations avec tous les hommes qu'elle a pu croiser dans sa vie, avec son père, voilà, son frère, etc. Et donc, c'est cette alternance, une fois que je l'ai eu trouvée, voilà, c'était simple. Ouais. Donc enfin, vous travaillez, il y a un ensemble de règles qui peuvent changer, Oui. dans lequel Voilà, se love votre imaginaire oui. et votre... Oui. Alors pour celle que vous croyez, c'était beaucoup plus compliqué et c'est venu là progressivement. C'est-à-dire je n'avais pas tout le déroulement dès le départ, mais j'avais donc cette idée de départ, l'avatar, et donc travailler sur le rapport entre le virtuel et le réel et le rôle du fantasme. Et c'était pour moi aussi un travail sur la lecture, puisque finalement quand on lit un roman, on se projette, on peut s'identifier au personnage et on se projette dans quelque chose qui est complètement imaginaire. Et c'est le cas de cette narratrice. Mais il y a des choses qui sont venues au fur et à mesure parce que, en fait, j'avais cette idée, voilà, je suis partie de cette idée, donc une femme qui crée un avatar. Et ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Vraiment, j'ai réfléchi comme ça. Et plutôt que de choisir une option, parce que qu'est-ce qui lui arrive? Évidemment, elle ne peut pas le rencontrer, cet homme, puisqu'il s'apercevrait qu'elle n'a pas 24 ans, mais le double. En même temps, si elle ne le rencontre pas, l'histoire s'épuise très vite. Elles ne vont pas parler comme ça pendant 200 pages de romans sur Facebook. Donc il faut qu'il se passe quelque chose. Donc est-ce qu'elle le rencontre sous sa véritable identité? Est-ce qu'elle lui avoue que... qu'elle n'est pas cette jeune femme de 24 ans, mais que cependant elle est amoureuse de lui et qu'elle aimerait le rencontrer? Est-ce qu'elle ne lui avoue pas et qu'elle le rencontre malgré tout en se faisant donc passer pour une autre? Enfin, voilà. Et plutôt que de choisir, eh bien, j'ai déroulé toutes les options, donc avec des strates de récits, du roman dans le roman. Il y a le roman qu'elle écrit ou elle imagine. C'est-à-dire que comme c'était un roman sur le virtuel, eh bien... j'ai développé toutes les virtualités. C'est aussi que je cherche toujours une forme qui s'adapte à mon sujet. Là, mon sujet, c'était le virtuel. Et donc, il y a toutes les virtualités que j'essaie de développer de manière romanesque. Il me semble que dans celle que vous croyez, à un moment donné, il y a un changement de police de caractère, je me trompe. Ça passe en italique. Oui, ça passe en italique, parce que justement, c'est le moment où la narratrice, qui en fait elle est dans une clinique psychiatrique, donc on comprend qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle raconte donc ce qui lui est arrivé, enfin on le découvre progressivement. Et dans cette clinique, il y a un atelier d'écriture dans lequel elle écrit l'histoire telle qu'elle aurait aimé que l'histoire se passe. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle écrit sa version fantasmée de l'histoire. Et donc, ce texte est en italique. Ça veut dire que dans la matérialité même de ce que vous donnez à lire, oui. Il y a des structures de sens. Enfin, il y a quelque chose qui participe de l'adresse. Oui, complètement. Et puis du statut de l'écrit, en fait. Donc il y a
vous Oui. spécialisez Oui. finalement. Oui, donc ces choses-là par rapport à ce que vous pouvez faire, c'est tout ce travail de concept, tout ce patrimoine qu'on a et qui en fait fait office de grille de perception, enfin pour nous, et puis vous les construisez en fait en fonction à la fois du sujet, et puis vous essayez d'adapter la forme au sujet, et puis de trouver une matière et un type d'écriture, des choses comme ça. Et du coup, la question est-ce qu'il y a un style, Camille Laurence? Alors là, je suis le pivot là. Donc, Ah oui, ah bah oui, mais non, surtout c'est pas, non, c'est pas facile, c'est ouais. pas moi qui peut répondre. Je pense que il y a, comment dire, peut-être parce que je le dis parce que moi c'est comme ça que je repère certains écrivains. Il y a une espèce de frappe qui est peut-être particulière, mais je crois que le style peut être assez différent d'un roman à l'autre. Je vous dis ça parce que dans le domaine de la danse, dans les années 80, Oui. Ce qu'on a appelé les danses d'auteur, c'était des danses qui se démarquaient énormément de la première modernité, des grammes, etc. C'est-à-dire que vous alliez voir Maggie Marin dans Maybe, vous voyez quelque chose. Vous allez voir Maggie Marin dans Calambre, et vous voyez complètement autre chose. Oui, mais ça, c'est-à-dire que la question de l'auteur, c'est plus un style qui se déploie de façon univoque. Enfin, en danse, hein, c'est une rencontre entre la construction d'un soi et puis un dispositif, alors un sujet, tout ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Oui. Un dispositif qui doit être, qui est adapté en fait à chaque fois. Ouais. Et puis moi je suis assez obsédée par quelque chose justement qui date, qui est encore plus ancien, qui est ce que disait Nathalie Sarraud, donc dans les années fin des années 50. Elle disait que ce qui était important, c'était de trouver du nouveau, c'est-à-dire de ne pas retomber dans des formes. C'est vrai que je pense que moi j'adore Balzac, je suis absolument fan de Flaubert, mais je pense que on peut plus écrire des romans de la même façon. Enfin, on peut, évidemment, on peut tout. D'ailleurs, enfin, il y a encore beaucoup de romans qui sont écrits de cette façon-là, mais ce qui est intéressant, c'est de trouver des formes nouvelles qui soient adaptées à des sujets qui sont aussi des sujets qui nous sont presque dictés par notre époque, parce que nous vivons dans une époque. Les écrivains ne sont pas désincarnés. Ils habitent leur époque, et donc le roman forcément en rend compte. On reviendra là-dessus un peu après. On va poursuivre sur la question de l'écriture, parce que chez nous, c'est quand même aussi fondamental. Et il y a un auteur, Michel de Certeau, qui disait faire le texte, c'est faire la théorie. Et moi, j'aimerais savoir, que fait l'écrit, ou que fait l'écriture à vos écrits? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez par couche? Parce que souvent, nous, on écrit, on trouve que c'est pas bon, on refait, puis à un moment donné, ça s'aligne. On sait pas trop quoi. Enfin, c'est-à-dire, et on a enfin, j'ai dit nous, c'est moi, je vais pas généraliser, hein, parce que peut-être que les autres sont plus directs. Mais à un moment donné, je cherche, j'écris, je fais des strates, comme une archéologie, et puis, hop, il y a quelque chose qui s'aligne. Est-ce que vous travaillez par strates? Est-ce que comment? Ou je sais pas. Pas forcément. Hein. Par strates, peut-être pas exactement. Enfin, en tout cas, non, moi j'ai du mal à avancer. J'ai une névrose ancienne dont je me suis guérie difficilement, mais qui était que quand j'ai commencé à écrire, je ne pouvais pas dépasser le cadre d'une page. C'est-à-dire que c'était comme un peintre. C'est-à-dire que la page, le format A4, parce qu'à l'époque j'écrivais sur du papier à la main, j'aimais beaucoup ça d'ailleurs. Et donc quand j'arrivais en bas de la page, c'était fini. C'est-à-dire littéralement, je ne pouvais pas tourner la page. Hein. Donc c'est embêtant quand vous voulez écrire un roman, vous ne pouvez pas, voilà. Et donc j'écrivais, ce qui était logique, j'écrivais des poèmes en prose, des tout petits récits très travaillés, un peu maniéristes. Et donc, je me suis dit, mais quand même, comment je vais faire? C'était absolument névrotique. Hein.
Et puis en plus, aux névroses supplémentaires, il fallait que ça soit impeccable. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une rature, Ouais, je recommençais, je jetais. Alors, j'ai déboisé des forêts comme ça. Et donc à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Index. Parce que je travaillais sur Borges en ce moment. À ce moment-là, j'étais prof en classe préparatoire aux grandes écoles et il y avait au programme les fictions de Borges. Et donc l'encyclopédie, la bibliothèque, l'encyclopédie m'avait beaucoup inspirée. Je me suis dit, mais finalement, je vais travailler avec l'alphabet. C'est-à-dire que je vais commencer à la lettre A. Et puis, donc, premier chapitre, ça va commencer par le titre, ça va être la lettre A. Et puis ensuite, je vais bien voir, je vais me dire, je vais bien être obligé de tourner la page pour arriver à B, à C, etc. C'est pour ça que ça s'est appelé Index, qui était le premier volume qui allait de A à F. Et c'est vraiment, ce qui m'a débloqué, c'est vraiment la lettre. C'est idiot, on pourrait se dire, c'est bon. c'est une règle. Mais ça a marché. Et j'ai écrit mes 4 premiers romans qui vont de A à Z. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à Z, c'était le dernier mot du dictionnaire. Le dernier chapitre, c'était zygote, qui est l'œuf fécondé. Et donc, zygote, je me suis dit, bon, l'œuf fécondé, c'est bien, parce que comme ça, je vais pouvoir repartir sur autre chose. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, mais alors maintenant que tu es arrivé à Z, tu vas te retrouver dans ta même névrose, tu vas... Bon, je plaisantais en disant, maintenant, je vais faire les chiffres. Donc là, mais non, après, ça allait. Mais donc, oui, pour revenir à la question que vous posiez, donc j'ai gardé quelque chose de ce trait névrotique qui est que je ne peux avancer dans le texte que quand je suis contente de ce que j'ai écrit. Donc, donc je peux rester 15 jours sur une page, mais une fois que je suis contente, je passe à la page 2. D'accord. Et après, je fais des ajustements, mais assez peu en fait. Voilà. Donc j'ai pas du tout la notion de premier jet, un peu n'importe comment, et puis je reviens. Ce qui serait plus le cas dans une thèse, par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai que il y a parce qu'en fait, la pensée sur une thèse s'exerce sur de la pensée. Oui, donc, exactement. sur de l'écrit, voilà. on se relit, et puis hop, ça déclenche des choses. Bah, moi, je me relis beaucoup, mais alors c'est plus à l'oreille en fait. Ah mais c'est parce qu'il y a pas. une oralité. Oui. Ouais. En fait, il y a une matérialité, une oralité, un souffle. Oui, c'est pour ça ça. que je trouvais travaille que c'était beaucoup très, sur très lié le. aux sensations. Oui, c'est sûr. Mais il y a un corps, il y a un corps textuel, bien sûr. Oui. Et j'ai une autre question par rapport à ça, avant de passer à des approches plus anthropologiques. C'est la place de l'archive. Est-ce que vous utilisez... Alors je sais que vous le faites, je fais semblant de ne pas savoir. Est-ce que vous utilisez des archives ou des entretiens, mais dans quelle mesure? Et puis l'autre question, mais vous avez répondu en même temps déjà un peu, c'est quand commence une œuvre, quoi? Quand commence le récit? Mais ça, c'est... Alors pour l'archive, ça dépend beaucoup des romans et du sujet. Je dirais c'est pas l'archive au sens classique, sauf pour celui que je suis en train d'écrire, mais qui est un essai. Mais sinon, j'utilise par exemple, j'utilise des articles de journaux, des enquêtes que j'ai lues ou vues, des choses qui m'inspirent, des faits divers. Je garde énormément d'articles, de choses qui pourront resservir ou qui m'incitent à la réflexion. Par exemple, le dernier, celle que vous croyez, c'est aussi parti d'une statistique que j'ai lue, toute bête, sur les sites de rencontres et sur le fait que cette enquête révélait que si une femme déclare qu'elle a moins de 50 ans, mettons 49 ans, sur les sites de rencontres, elle va avoir une trentaine de demandes de contact de la part d'hommes, et dès l'instant qu'elle annonce 50 ans, elle n'en a plus que 3. Donc je me suis dit, c'est quand même curieux, cette espèce de frontière invisible entre 49 ans et 50 ans pour les femmes uniquement. Vaut mieux mentir. Donc je me suis dit, il y a quelque chose là-dessus en fait, sur le vieillissement et sur la limite symbolique de la jeunesse appliquée aux femmes. Et à partir de là, j'ai commencé à colliger tout un tas d'informations. J'ai vu cet article absolument atroce là, sur Madonna,
où il était dit à propos du dernier concert de Madonna, et Madonna est ridicule, donc elle a plus de 50 ans, Madonna est ridicule à son âge de vouloir continuer à exister. Je me suis dit, bon, on n'a pas dit ça de David Bowie, on ne dit pas ça de Mick Jagger, qui sont beaucoup plus âgés. Ou qui était pour David Bowie, mais voilà, donc je me suis dit, là, il y a quelque chose d'un déséquilibre entre les hommes et les femmes sur la question de l'âge et de la séduction, et voilà. Donc c'est parti, bon, on ne peut pas appeler ça des archives. Non, mais... Bon, maintenant là, sur mon essai sur Degas, là, je travaille vraiment sur les archives, puisque je cherche... Je cherche qui était le modèle de la petite danseuse de 14 ans de Degas. C'était une sculpture très célèbre, sculpture en cire, où elle est habillée d'un tutu. Enfin, voilà. Et donc je cherche qui était ce petit modèle de 14 ans. Voilà, donc c'est très émouvant. C'est très émouvant là, de chercher dans l'état civil, de retrouver sa trace... dans les archives de l'opéra, elle s'est fait renvoyer pour absentéisme parce qu'elle posait pour Degas. Enfin, là, elle s'est prostituée. Enfin, bon. Là, c'est vraiment le travail d'archives et c'est très émouvant. Mais il y a une vraie pathologie de l'archive, je trouve. Enfin, quand on tombe dans l'archive. Oui. Mais alors là, pour moi, c'est impossible de romancer. Là. Parce qu'il y a beaucoup de romans sur cette petite danseuse que je trouve tous mauvais. Enfin, il y a surtout surtout en anglais. Mais c'est terrible parce que voilà, on peut se fantasmer une petite danseuse, c'est merveilleux. Les petites filles sont ravies de danser, mais bon, c'était la misère, oui. Il y a eu des grèves, je crois, à l'opéra. Enfin, il me semble, quand j'ai travaillé sur les ballets russes. Oui, non, c'était des conditions absolument terribles, terribles. La position de la femme, les gens qui sont canaillés. Bien sûr, les abonnés de l'opéra qu'on voit dans les tableaux, qui viennent, qui venaient au foyer, qui se fichaient pas mal du spectacle, mais ils venaient au foyer rencontrer les danseuses. On va passer à un autre moment. Moi, ce que j'avais aussi repéré dans votre travail et en vous écoutant, c'était cette dimension assez universelle, et c'est peut-être pour ça que des fois on pense que vous faites des essais, je sais pas, de vos thématiques. Quand je dis universel, c'est des choses qu'on pourrait, qui touchent, bon, évidemment un grand nombre, mais qu'on pourrait trouver, nous, dans notre quotidien, dans les revues, dans les ouvrages. Et notamment, la première, c'est la question de l'identité. Et de l'identité plurielle. Et vous êtes vous-même l'incarnation de cette identité plurielle, ou avec votre pseudonyme. Est-ce que vous pouvez nous dire, si c'est possible, le choix du pseudonyme? Camille, c'est à la fois masculin, féminin. Laurence, c'est votre prénom, mais c'est votre nom, mais c'est pas écrit pareil. On est perdu. Oui, mais c'est fait exprès. C'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce qu'en fait, pour moi, si j'analyse, alors ensuite il y a des couches qui se superposent, mais le point de départ de mon pseudonyme, c'est très pragmatique. C'est que mon premier roman, Index, c'est l'histoire. C'est déjà un petit peu tordu comme histoire, mais c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Claire aussi, d'ailleurs. C'est ça que je pense qu'il y a vraiment une boucle entre ce premier roman et celui que je viens d'écrire. C'est une femme qui achète un livre. Enfin, elle croit qu'elle l'achète par hasard. En fait, on s'arrange pour le lui faire acheter. On lui met un peu sous la main. Et en commençant à lire ce livre, elle se rend compte que dans ce livre est racontée son histoire, et en particulier un secret qu'elle croyait très bien gardé. Elle pensait que personne n'avait eu vent de cette histoire affreuse qui lui était arrivée, et une chose très honteuse pour elle qu'elle a faite un jour, et elle se rend compte que c'est raconté dans le détail. Bon, et donc ce livre qu'elle achète s'appelle Index, et il est écrit par Camille Laurence. Bon, donc on est dans le roman, comme mise en abîme. Et donc si j'avais mis mon nom à moi, c'est Laurence Ruel. Si j'avais mis mon nom, le personnage aurait su tout de suite que c'était une femme. Or, je ne voulais pas, je voulais que dans son enquête, parce qu'évidemment, elle va partir à la recherche de cet auteur, elle va
essayer de retrouver qui est cet auteur qui connaît si bien sa vie. Donc, si j'avais mis un prénom féminin, ça enlevait déjà la moitié des possibilités. Donc, je me suis dit, je vais prendre un prénom qui peut être qui est mixte. Donc, j'ai pris Camille. Alors, ça, on peut épiloguer, mais et puis j'ai mis donc mon prénom dans la vraie vie. Je l'ai mis en le transformant pour qu'il fasse plus nom de famille. Donc, ça a donné Camille Laurence. Donc, vous voyez, c'est vraiment parce que j'en avais besoin dans la narration. Alors après, bon, on peut faire de la psychanalyse sauvage, je ne m'en suis pas privée d'ailleurs, enfin pas sauvage, parce que je l'ai vraiment fait en analyse, mais pour savoir pourquoi, se cacher, etc. C'est vrai que cette question du genre, elle était intéressante aussi pour moi, parce que c'est une vraie question justement dans l'individu pluriel, qui est qu'est-ce que ça veut dire être une femme, être un homme, qu'est-ce que c'est que cette question du genre. Ça m'a toujours beaucoup intéressée, et donc Camille, c'était bien parce que, bon, quelle est la part, et je l'ai beaucoup repris dans ces bras-là, quelle est la part d'homme en soi quand on est une femme, qu'est-ce que ça veut dire être une femme par rapport à l'autre sexe, enfin... Voilà. Donc ça, c'est des choses qui travaillent. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que quand j'ai publié mon premier roman, Index, j'étais donc inconnue, parce que c'était mon premier roman, et au moins un journaliste, mais plusieurs l'ont dit, mais un l'a vraiment écrit. C'était dans Le Monde en plus, oui. Donc voilà, ce nouvel auteur, Camille Laurence, qui est vraisemblablement... un homme, enfin c'est une écriture, on sent que c'est une écriture masculine. J'étais très contente parce que bon, voilà, qui était tombé dans le panneau. Tout à fait. Mais ça résonne bien avec les travaux sur l'identité qu'on peut mener, sur ces identités plurielles, sur ce noyau stable qui s'actualise un peu différemment en fonction des contextes et ça rentre bien aussi dans cette lignée de ce passage de l'univoque au plurivoque, du singulier au pluriel, et qui s'assume comme ça, et puis qui s'assume, c'est même pas... si on fait le lien aussi avec la question du style dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette pluralité de modes d'existence, et qui est quand même Camille Laurence, et c'est pas juste quelque chose qu'on répète tout le temps, cette pluralité de modes d'existence qui fait la construction de soi, je pense que c'est ça le passage du moi au soi. Oui, absolument. Et donc ça marche aussi avec cette question d'identité plurielle chez vous. Oui, c'est-à-dire que c'est Dubrovski aussi qui dit j'existe pas, je coexiste. Ça, je trouve que c'est assez juste, oui, c'est ça. Et puis le fait que, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire moi? Est-ce que je maintenant est le même que la jeune fille que j'étais autrefois? Est-ce que tel que je me ressens, c'est la même chose que le je que vous éprouvez? Enfin, comment l'autre me voit par rapport à ce que je ressens, voilà, qu'est-ce que c'est que l'identité sexuelle? Est-ce qu'on se sent féminine parce qu'on est une femme? Enfin, toutes ces questions-là, donc c'est cette complexité qui est intéressante. Et si on les tire sur la question de l'œuvre d'art, il y a cette question de la réserve dont on parlait à midi, avec cette réserve de sens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se montre, et donc il y a quelque chose qui ne se montre pas, qui se tient en réserve, qui peut-être va se montrer à un autre moment historiquement déterminé parce que le contexte fait qu'on va focaliser là et pas là, etc., etc. Oui, mais ça se trouve d'ailleurs aussi d'un roman à l'autre, cette idée de réserve. Parce que moi, très souvent, quand je finis un roman, en fait, c'est à l'intérieur du roman que je suis en train de finir que je sens poindre le prochain, parce qu'il y a quelque chose qui est resté comme ça que je n'ai pas... Et c'est plutôt bon signe, en fait. Oui. Ça veut dire qu'il est épuré. C'est-à-dire que si on a l'impression... Enfin, j'en sais rien. Oui, mais en tout cas, c'est pas un fourre-tout, quoi. Oui, c'est ça qui est bien. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Alors, donc, je vous disais, là, il y a cette question d'identité plurielle qui est avec ce jeu du pseudonyme. Mais quand on vous lit, et aussi quand on lit les critiques sur vous, il y a cette question du désir qui traverse votre travail,
On pourra presque dire que vous êtes une théoricienne du désir, mais ça, je ne sais pas s'il faut dire ça. Je ne sais pas non plus, moi mais non plus, bon. théoricienne, je sais pas. Non, pas En tout cas, théoricienne. Voilà, oui, quelque c'est un, chose de c'est un de central. mes sujets. Est-ce Oui. que vous pouvez, enfin, pas parler, c'est-à-dire, c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose de vraiment existentiel dans votre travail, c'est que vos personnages, l'intensité première de leur mode d'existence, enfin leur mode d'existence prioritaire, c'est le désir. Oui. Et moi, dans celle que vous croyez, j'avais fait ce lien entre dire, corps et désir. Parce que ce qui m'avait fasciné, c'était que justement, il y a cette jeune femme de 48 ans, Oui. donc cette femme de 48 ans qui dit qu'elle en a 24 pour séduire quelqu'un qui en a 36. Il y a le jeu des 12. Hein. Oui, Bon, oui, voilà. complètement. Oui. Pas les apôtres, mais bon, voilà. Non, mais Et puis, alors, il y a quelque chose de très fort qui se tisse entre eux, une relation amoureuse, par le biais du dire. Oui. Oui, Voilà. uniquement, oui. Et puis, et ça, c'est une virtualité, parce qu'ils ne se voient pas, mais c'est quelque chose une potentialité très forte. Oui. Et ce qui m'a troublé, mais en même temps, c'est que un désir sans corps, ou pas avec le bon corps, ça ne veut pas s'actualiser. C'est-à-dire que... oui, c'est le sujet, oui. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça assez... Enfin, sur cette... Bon, je ne dis pas théorie du désir, mais il y avait la question du désir et du réel, de l'existence, qui se déploie sur une base virtuelle, oui. mais qui ne s'actualise pas. Et le virtuel et l'actuel, c'est les thèses de Simondon par rapport à la technique. Et là, je me disais, mais finalement, comment fonctionne le désir, quoi ? Comment ça marche ? Enfin, comment ça marche ? C'est-à-dire ce transport-là vers l'autre, entre le dire et le corps, qu'est-ce qui marche ? Comment ça fonctionne ? Et je trouve que, alors je ne sais pas s'il y a des réponses, hein, mais je trouve que votre roman pose ça, et du coup, c'est très troublant. Oui, mais je suis troublée aussi. Il y a une scène, je la raconte, hein, parce que qui m'a ému. Je me suis peut-être mis à la place de Claire, j'en sais rien, ou de l'autre. Non, plutôt de l'autre, parce que c'est plus facile. Oui. Et donc, l'homme lui dit, on va se rencontrer quand même, parce que c'est bien joli, Facebook, mais bon. Le corps est intéressant dans le désir. À un moment donné, bon, il y a ça. Et puis, donc, il se donne rendez-vous, je ne sais plus trop, si je me trompe, c'est pas trop grave, parce que elle est sur le quai de la gare, et lui descend. Et il passe à côté, et rien. Et je me dis, mais mon Dieu, ils sont amoureux, enfin virtuellement. Oui, sauf que lui, mais oui, mais c'est pas le bon corps. Forcément, lui, il s'attend à voir une jeune femme, et donc il la voit même pas, alors que ça fait des mois qu'ils échangent des messages amoureux. Donc c'est cette incarnation du désir ou cette... Oui, je crois que c'est le tragique du désir, et c'est le tragique moderne aussi que précisément que le virtuel ne s'actualise pas, mais c'était ça qui m'intéressait dans ce sujet. Et il y a une autre tragédie dans votre... non mais c'est bien, c'est la question de la solitude. Ça va avec, oui. Qui va avec, c'est-à-dire on s'aperçoit, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des thèses très anthropologiques sur la question du désir, la solitude, l'altérité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la solitude est inéluctable, même avec quelqu'un. C'est-à-dire que la rencontre est quasiment impossible. La rencontre dans sa totalité, la connaissance de l'autre, mais ça va aussi avec la question de la réserve dont on parlait tout à l'heure, réserve de sens. Mais que le désir, finalement, c'était peut-être cette extase au sens heideggerien, c'est-à-dire je me jette hors de moi pour aller vers l'autre, en sachant que de toute façon, on ne pourra pas le saisir dans sa totalité, mais que le moteur de l'existence, c'était ça, un désir. Oui, je trouve que c'est tout à fait ça. Hein, c'est très heideggerien. Mais
Bah, le désir, c'est aussi le manque, c'est-à-dire, mais en fait, c'est ça le moteur, c'est-à-dire que s'il ne vous manque rien, bon, vous ne désirez pas, mais vous êtes mort. Donc C'est morbide, hein. c'est à la fois le principe vital et puis c'est le principe douloureux, puisque ce que vous désirez, vous ne l'atteignez jamais, sauf, enfin, parce qu'effectivement, enfin, dans mes romans, ce qui revient, c'est que la rencontre est impossible, sauf euh, Par touche, quoi. par Ouais, instant, ouais. très, et notamment dans la rencontre sexuelle quand même, Ouais. qui de temps en temps a lieu, c'est-à-dire que la rencontre des corps peut à un moment incarner voilà, une forme de réalisation du désir, mais c'est très, très fugitif. Et moi, je le mets en parallèle complètement avec l'écriture. L'écriture, c'est du désir en action, hein. C'est rechercher une forme, c'est rechercher Ouais, une langue, et en même temps, on sait bien quand on écrit, que ce soit une thèse ou n'importe quoi, qu'on on n'y arrive jamais complètement. C'est-à-dire la chose parfaite, là, l'extase complète, la rencontre, ça ne tient pas, enfin, c'est de l'ordre du fantasme. Mais bon, c'est comme ça que nous vivons. Non, on n'est pas dans un monde idéal, hein, quand on vous lit. Enfin, Ben dans un non, monde non. idéalisé, du Non, moins. mais c'est aussi, Mais- c'est très informé mais non, aussi mais par c'est bien. par la Oui, psychanalyse bien sûr. lacanienne, hein, puisque ça m'intéresse beaucoup sur le fameux il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que c'est très difficile, alors c'est pas évidemment au sens hein, concret de la chose, mais le rapport est très difficile, quoi. C'est très difficile. Non, donc, Ouais, mais ça n'empêche pas le désir, au contraire. ouais, c'est ce qui l'attise. Euh, Non, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour à peu près de nos. Mais c'est aussi la question du fantasme, en fait, hein, on vit l'aventure aussi, elle se vit plus dans le fantasme que dans la réalité. Et avec le développement du virtuel, c'est ça aussi que j'avais envie d'explorer, parce que je le ressens moi-même au quotidien. Et on est de plus en plus dans l'imaginaire qui est quelque chose de banal, hein. C'est pour ça que je cite cette phrase d'Antonioni là, que j'aime beaucoup. L'amour, c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un. Donc ça existe de tout temps. Qu'est-ce que il y a forcément de l'imagination, de l'imaginaire dans la relation amoureuse. En même temps, l'amour contemporain est de plus en plus dans l'imaginaire et de moins en moins dans la rencontre réelle. Mais on parlait il y a quelque temps de la texture imaginaire du réel, hein, le petit Oui. mot de Merleau-Ponty. Oui. J'aurais bien aimé que ce soit de moi. Bon. Faut se ouais, faut- non, hein, mais c'est pas rien, hein, et là, je me dis vraiment, dans ce rapport virtuel-réel, virtuel-actualisation, toutes ces trames d'imaginaire, mais c'est comme. Alors, dans vos romans aussi, il y a parce que quand ils se voient pas, quand ils se parlent, ils s'imaginent. Donc, Oui. mais même sur une photo, bon, on peut imaginer. Mais ils tissent énormément de choses qu'il y a en plus de la photo. Tout à l'heure, on parlait de la réserve, mais là, il y a du surplus, quoi. Enfin, c'est comme oui. quand on idéalise quelqu'un, et puis voilà. Donc, il y a- Oui, mais parce qu'il y a aussi des éléments matériels, Bien hein, sûr. il se parle au téléphone, Ouais, et il la lui voix, parle de sa voix. la voix, ouais. Donc il dit qu'il est amoureux de sa voix. Donc il y a la voix, Ouais, c'est il y quand a même la du matière, corps. Il y a ouais, quand même ouais, quelque ouais, chose ouais. qui passe. Bon, évidemment, lui, il doit fantasmer sur la photo qu'elle a Photo, mise. Ouais, qui est une photo d'une jolie brune de 24 ans. Elle le voit réellement. Il a mis sa vraie photo, lui. Donc ça joue à la fois sur le réel et sur le faux. Mais de toute façon, enfin, je pense que enfin, Mais le la réalité n'est pas tellement importante. Le faux a une vraie puissance là, dans ce cas-là. Oui, Le faux, c'est vraiment oui, c'est ça. du réel. Oui, quoi. oui, Ouais. c'est ça. Peu importe. Oui, Enfin, je dis pas absolument. Oui, qu'il faut mentir, Oui, mais oui. ça fait fonctionner, c'est un mode d'existence Oui, absolument. aussi pour l'autre. Quoi. oui.
Mhm. Donc ça, ouais, ouais.